bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur TF1 à cet instant, c'est-à-dire à moins de 3 minutes maintenant du départ du Grand Prix d'Allemagne, alors que la grille de départ s'affiche sous vos yeux. Ce Grand Prix d'Allemagne qui fut en 1957, c'est-à-dire il y a 38 ans, l'occasion de la dernière victoire en Grand Prix du grand Juan Manuel Fangio, le seul et unique quintuple champion du monde de l'histoire qui nous a quittés il y a 2 semaines. À nos côtés, le seul et unique quadruple champion du monde de l'histoire, Alain Prost. Alors Alain, 2 Williams Renault, une Benetton Renault et une Ferrari, avec les Jordan Peugeot et les McLaren Mercedes aux trousses. Les taux se resserrent sur Damon Hill et Michael Schumacher, d'autant que, on le sait, le Grand Prix d'Allemagne est souvent un Grand Prix à surprise. C'est un Grand Prix à surprise parce que c'est un Grand Prix qui se déroule sur une piste très très rapide, des très grandes lignes droites, et c'est là bien entendu que les moteurs souffrent le plus. De plus, il fait chaud aujourd'hui, pratiquement 35 degrés, la température ne cesse de monter, donc certains problèmes de fiabilité. Vous avez dit Damon Hill, Schumacher, les moteurs Renault, enfin les 3 moteurs Renault en tête, donc ça c'est pas nouveau. Par contre, juste derrière, les Jordan Peugeot se rapprochent un peu, la McLaren Mercedes aussi. Ferrari marque un peu le pas, bien que Gerhard Berger ait réalisé un très bon 4e temps. Les gens ont eu beaucoup de problèmes, ils se retrouvent seulement 10e, de par un manque de chance, peut-être de préparation due à la pluie du premier jour, mais surtout parce que les autres voitures évoluent constamment, et chez Ferrari on a tendance peut-être à marquer un peu le pas au niveau de l'évolution, en plus de certains problèmes humains dus à l'arrivée peut-être prochaine de Schumacher, ou en tout cas des rumeurs de transfert dont se font l'écho bien entendu très ouvertement les journalistes italiens. Alors les chiffres de ce Grand Prix, 573e épreuve du championnat du monde depuis sa création en 50. Cette année, le Grand Prix d'Allemagne est la 9e épreuve de la saison 95. On va partir pour 45 tours de 6 km et 823 mètres, ce qui nous donne un Grand Prix de 307 km et 32 mètres. Mais si c'est long en distance, c'est court en distance horaire, puisque la course ne devrait pas excéder 1 heure et quelques 20 minutes. Je rappelle que Williams Renault ici a obtenu une 79e pole position, c'est-à-dire le même chiffre que McLaren, les 2 écuries étant ex aequo en 2e position derrière Ferrari, 113 pole position. Johnny, vous avez 1 minute pour nous parler du warm-up de ce matin. Un warm-up sans surprise, Jean-Louis, aucun incident particulier lors de ces derniers essais de rodage dimanche matin, qui se sont conclus sur une hiérarchie conventionnelle, c'est-à-dire Schumacher et Coulthard en haut des temps, Hakkinen intercalé entre les Renault, Hakkinen avec la McLaren Mercedes. Il précédait ce matin Damon Hill, mais tout cela n'est qu'anecdotique. Les Français se sont placés un petit peu comme lors des qualifications, un tout petit peu mieux, mais dans le même ordre. 6e temps pour Alesi dimanche matin, 9e pour Panis et 13e pour Jean-Christophe Boulion, qui sur sa Sauber dispose d'un Ford conventionnel et non pas du moteur développé dont il disposait en qualification. 100 000 spectateurs ici pour ce Grand Prix d'Allemagne, la plupart de ces spectateurs massés dans le spectaculaire Motor Stadium d'Hockenheim, avant que le Grand Prix, vous voyez, ne file dans la forêt, là-bas au loin. Et on voit ce dessin, la petite corne à droite sur votre écran où il y a finish line, c'est-à-dire la ligne de chronométrage. Eh bien, c'est cela le stadium. Ici, la caméra est axée sur Lost Curve, c'est-à-dire la 2e chicane de ce circuit. Et alors que Damon Hill et Michael Schumacher, et bien sûr là-bas Coulthard et Berger et Barrichello et Irvine font chauffer leurs pneus, eh bien les pilotes arrivent ici à l'entrée de la 3e et dernière chicane. Un ensemble de chicanes, bien entendu, qui se passe généralement, Alain, je crois, en 3e ou en 2e, selon la puissance des moteurs et le calage des ailerons. Mais il ne faut pas oublier quand même que pendant le reste de la grande majorité de ce circuit d'Hockenheim, on est à plus de 330 km/h, 334 ce matin, je crois. Oui, 337 exactement pour la meilleure vitesse ce matin, Coulthard, c'est-à-dire avec quand même pas mal d'essence dans la voiture. En aspiration, peut gagner facilement une 10aine de km/h en bout de ligne droite, mais c'est vrai, c'est des grandes lignes droites entrecoupées de chicanes qui ne sont pas d'ailleurs toujours très très bien réussies, bien qu'il y ait eu des améliorations. Et puis un stadium que l'on voit ici absolument grandiose, magnifique. C'est quand même assez exceptionnel d'être pilote une Formule 1 en tête d'un Grand Prix et de rentrer après la forêt, après ces grandes lignes droites où vous ne voyez absolument personne sauf des commissaires, et de rentrer dans le stadium, vous voyez 100 000 spectateurs agitant des drapeaux. Un des seuls endroits d'ailleurs où le pilote dans sa voiture arrive à voir
pas en détail, mais presque ce qui se passe dans le stadium, avec des angles où vous pouvez voir les drapeaux s'agiter, vous pouvez savoir à peu près ce qui se passe pendant la course, uniquement en regardant les gens, en fonction bien entendu des fans, des Ferrari, des Bien sûr, toutes les petites fumées que vous voyez partir de ci, de là, eh bien ce sont des pétards et même des fusées de feux d'artifice. C'est la mode ici en Allemagne depuis très longtemps. Vous voyez qu'il y a des fans de Schumacher, mais il y a aussi des fans de Ferrari et pour tout dire, de Jean Alesi dont on va devoir surveiller la remontée probable. Ce matin, il a fait le 6e temps du warm-up, ce qui est déjà pas mal comme progression par rapport à la 10e place sur la grille. Enfin, 10e sur la grille, c'est assez difficile à surmonter et Jean s'y attend lui-même. Il ne veut pas, il nous a dit avant la course qu'il ne désirait pas tout bousculer et qu'il va essayer de progresser de manière un peu plus systématique. À Silverstone, il a bénéficié d'un concours de circonstances, il a réussi un départ parfait. Autour de lui, le drapeau vert, ça va être le départ bientôt. Attention au rouge, ne pas partir au rouge qui s'éteint, mais au vert. C'est comme ça que Barrichello et Panis se sont fait piéger. Personne ne bouge, c'est bon pour le vert. Demonil à droite, Michael Schumacher à gauche, très beau départ de Demonil. Très beau départ de Demonil. Et de Berger qui essaie de s'infiltrer. Troisième derrière. Non, quatrième. Ça va passer, j'espère, sans problème. On se rappelle de l'an passé, il y avait eu un carambolage avec au moins 8 voitures impliquées. Carambolage qui était à l'origine le fait de Mika Hakkinen. On essaye de passer de tous les côtés pour ne pas perdre l'aspiration. Attention, ils sont 3 là, avec 2 Jean s'est porté à hauteur de la voiture qu'il précédait. Je crois qu'il va pouvoir être en position de la doubler au freinage. Et il occupe à peu près la 10e place qu'il avait sur la grille. Il a peut-être gagné une place. Demonil, Michael Schumacher. Tout le monde vire. Il est même 11e, Jean-Louis. Il a perdu une place à la chicane, ouais. Malheureusement. Et on aborde maintenant la partie qui file vers la 2e chicane. La voici, on voit les traces de l'ancien circuit. 3 Renault en tête. 3 moteurs Renault en tête. Demonil, Michael Schumacher, David Coulthard, Berger. Et les deux Peugeot. Oui, et Irvine qui suit. Et tout le monde passe sans encombre. Et maintenant, à fond de 6e vers la 3e chicane. Déjà une Tyrrell. C'est une Tyrrell. Je n'ai pas vu si c'était Ukyo Katayama ou bien son équipier. 3 Renault, une Ferrari. La Hakkinen, la McLaren Mercedes est intercalée entre les deux Jordan Peugeot. Et oui, grosse vitesse de pointe à Prost, vous nous l'avez dit. Demonil à l'entrée dans le stadium. Voilà Michael Schumacher, David Coulthard, Gerhard Berger, Rubens Barrichello et derrière Mika Hakkinen. Et voilà comme à la parade devant cet impressionnant stadium d'Hockenheim. Attention au virage. Oui, et il attaque. Demonil, on va prendre les premiers chronos. Et Berger qui n'est pas distancé. Qui tient le coup. Oui. Oh, cette attaque de Demonil qui sort de la route et c'est fini. Oh là, il est sorti même très fort. Aïe aïe aïe, c'était trop. Il est sorti extrêmement fort Demonil. Les pneus l'ont protégé, il ne faut pas heureusement que ce soit pour lui, mais la course est perdue. Et voilà Schumacher en tête. Et là, vous n'avez cessé de le répéter, Alain, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appui ici dans ce stadium pour virer. Il est sorti extrêmement. Voilà, il sort sa voiture, il n'a rien du tout. Ouais, c'est une sortie de route typique au freinage. Alors, il bloque un peu, il arrive un peu fort. Difficile de dire, c'est au moment où on change de vitesse. C'était une courbe qui se passe très très vite. Avant, il se passait même en 5e. Je suppose que c'est en 4e maintenant. On revoit. Et bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Il peut y avoir aussi un incident mécanique, mais c'est un endroit où on change de vitesse au moment le plus tard possible, bien entendu. On réaccélère et on veut bien entendu être le plus vite possible dans ce virage pour prendre le maximum d'accélération, pour pas que le pilote derrière vous, c'est-à-dire Schumacher en l'occurrence, puisse bénéficier de l'aspiration. Mais il se peut qu'il y ait eu aussi un incident mécanique sur la boîte de vitesse, c'est pas impossible. Eh bien, une Williams Renault qui peut en cacher une autre. David Coulthard ici, pas loin de Michael Schumacher, Berger, Barrichello, Mika Hakkinen, Eddie Irvine, la Tyrrell Yamaha qui était arrêtée, c'était celle de Mika Salo. Ça nous fait donc 2 abandons, alors que Michael Schumacher rentre en tête dans le stadium et je vous prie de croire que les drapeaux s'agitent et que les pétards fusent de toutes parts. Et Berger qui se maintient. Alors, Berger qui se maintient, Jean-Louis. Très vite, un point sur le classement. 2 Schumacher, il n'est plus là. 1 Schumacher, 2 Coulthard, 3 Berger, 4 Barrichello, 5 Hakkinen, 6 Irvine, 7 Herbert, 8 Blundell, 9 Alesi, 10 Frentzen, 11 Panis,
12 Badoer, 13 Katayama, 14 Suzuki, 15 Bouillon. On s'arrête là, on se retrouve après ces quelques pages de publicité. Dans le quatrième des 45 tours de ce Grand Prix d'Allemagne, avec Michael Schumacher en tête de la course et 1 seconde et 6 dixièmes derrière, il y a David Coulthard. Berger est toujours 3e, mais talonné par la Jordan Peugeot de Rubens Barrichello. Pierre Van Vliet, vous êtes allé aux nouvelles du côté de Damon Hill. Absolument, j'ai parlé avec Damon pendant la petite coupure publicitaire. Damon Hill qui revenait et qui est maintenant dans son garage. On va essayer de l'interviewer d'ailleurs. Damon Hill très déçu évidemment, qui ne comprend pas ce qui est arrivé. Il dit qu'il a perdu la voiture d'un seul coup, de façon très brutale, très soudaine. Le train arrière est passé devant le train avant. Peut-être une trace, une traînée sur la piste, peut-être l'huile de cette Tyrrell Yamaha qu'on a aperçue, on ne sait jamais. Alors que l'on revient maintenant sur le groupe de chasse avec Jean Alesi ici qui est en 9e position. Qui vient de passer Herbert, il est 8e maintenant Jean-Louis et il talonne Blundell qui a été si difficile à dépasser pour Barrichello à Silverstone. On va voir comment Jean Alesi se sort du piège de Blundell. Voilà la tête de la course. Schumacher qui rentre dans le stadium avec Coulthard, toujours à environ 3 longueurs de voiture. Mais là, on peut remarquer quand même que la voiture de Schumacher est relativement instable dans le stadium. Oui, toutes les voitures sont un peu instables dans le stadium dû au fait qu'elles roulent avec très peu d'appui aérodynamique. C'est malheureusement ce qui a dû piéger un petit peu Damon Hill qui au premier tour, les pneus étant bien entendu chauds, c'est un circuit quand même assez grand, ils ont le temps de chauffer, mais il voulait certainement attaquer, faire le trou au maximum et a perdu un peu le contrôle de sa voiture, ce qui n'est pas bon pour lui, bien entendu, dans le titre du championnat. C'est une guerre, je dirais, un peu psychologique, perdue en plus. Oui, vous avez Damon Hill peut-être. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'étais confortable dans la voiture. Au virage. Je ne sais pas pourquoi l'arrière s'est dérobé. Apparemment, il dit. Est-ce que la piste était glissante à cet endroit? Possible. Mais j'en sais pas. Je ne sais pas. Je forçais. Je bombardais même. C'est un week-end. Voilà. Et oui, il est très déçu, bien entendu, Damon Hill. On le voit, il a du mal à trouver ses mots. La déception se lit sur son visage. Un Grand Prix qu'il avait effectivement en main, mais il ne l'a plus, hélas, à l'issue du premier tour, donc au début du deuxième tour. Il est allé taper violemment dans les protections de pneus. On a revu un petit peu la bagarre qui oppose Gerhard Berger et Rubens Barrichello, soit une Ferrari et une Jordan Peugeot, pour la 3e place. Et de toute évidence, la Jordan Peugeot n'est pas du tout plus lente que la Ferrari. Bon, ben alors, il n'a même pas besoin de passer, Barrichello, puisque Gerhard Berger a une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé. Nous sommes renseignés après ces multiples pénalités, aussi bien à Monaco qu'en Angleterre. Il s'arrête sur le fait qu'un pilote soit pénalisé ou pas. Eh bien, c'est clair et net qu'il ne faut pas démarrer lorsque le feu rouge s'éteint. Ça, c'était autrefois. Maintenant, on doit attendre le feu vert. Et si la voiture bouge sur 50 cm, eh bien, vous êtes pénalisé. La cellule se met en marche et cela est inscrit sur le rapport informatique. Top pour Berger. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres pénalités non plus, parce que là, c'est peut-être le début d'une série. Et voilà, c'est reparti pour Berger. Et bien entendu, Rubens Barrichello, mais également sans doute Mika Hakkinen se sont rués dans le trou, Johnny. Bien plus que Berger doit repartir. Il doit repartir à peu près à la 20e place. Il n'a plus derrière lui que les plus lentes des voitures privées équipées de Ford clients. Et malheureusement pour Berger, tout espoir d'obtenir un bon résultat, il avait gagné l'année dernière, et bien tout espoir vient de s'enfuir. Même s'il effectue une course régulière, une belle remontée, il faudrait que devant lui une casse invraisemblable pour qu'il réussisse à revenir près des leaders. Et en tout cas, sa pénalité va servir Barrichello, que l'on voit ici, non loin devant Hakkinen. Barrichello qui le talonnait de très très près et qui nous a permis d'avoir des images sublimes tout à l'heure de son coup de volant. Schumacher toujours en tête, là-bas c'est David Coulthard et puis c'est Rubens Barrichello, Mika Hakkinen. Schumacher qui rentre dans le stadium pour la 5e fois.
de ce Grand Prix d'Allemagne. Survire la Benetton. Elle survire, oui. En arrière, avec cette température, risque de souffrir dans quelques tours. Oui, survire, il ne ménage pas sa voiture et ses pneumatiques, ce qui veut dire qu'il devrait s'arrêter certainement 2 fois pour changer de pneus, donc faire le trou au maximum. On peut se demander bien entendu la stratégie des équipes, s'arrêter une fois ou deux, on sait que c'est possible, on pense que Jean devrait s'arrêter qu'une seule fois vu sa mauvaise position sur la grille, c'est une situation d'attente, donc peut-être plus valable pour lui de s'arrêter qu'une fois et de ménager un peu ses pneumatiques. On peut penser qu'entre les Jordan, il y a peut-être une tactique d'équipe, une voiture s'arrêtant une fois et l'autre 2 fois, car ils ont toujours été très proches pendant les essais. Et là, pour la première fois pendant la course, Barrichello a pris quand même un ascendant sur Irvine, donc peut-être qu'on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. Un ascendant qui est de 8 secondes exactement, Alain. Pour l'instant, le classement, Michael Schumacher devant David Coulthard à 3 secondes et demie. Plus loin vient Rubens Barrichello à 6 secondes, Mika Hakkinen 4e à 7 secondes et 8 dixièmes, Eddie Irvine est 5e à 14 secondes, talonné par Mark Blundell. Jean Alesi, lui, est 7e et il est à 17 secondes du leader que vous avez sous vos yeux, le champion du monde en titre, Michael Schumacher, sur sa Benetton Renault. On voit bien sur ces images de face, Jean-Louis, combien les pilotes sur le circuit d'Hockenheim utilisent de très faibles appuis aérodynamiques. L'aileron arrière est réduit pratiquement à une lame. Il a un effet tout de même, mais un effet extrêmement faible par rapport aux appuis qui sont utilisés sur des circuits très finis. Alors pour l'instant, le meilleur tour en course, c'est celui de Michael Schumacher. Il est toujours bon, c'est celui du premier tour, figurez-vous. Du premier tour en 1 minute 49 secondes, 134 millièmes. Michael Schumacher, meilleur tour en course pour l'instant. Schumacher, toujours de l'avance, alors qu'il boucle son 7e tour. Il l'a bouclé. Coulthard qui tient le coup toujours derrière. Mais vous avez raison, on voit ici les ailerons. Une voiture qui fait un bruit un peu anormal. Un bruit de pot d'échappement cassé ou de moteur qui faiblit. Oui, non, à moins que ce soit le moteur Peugeot qui fait un bruit un peu différent. Il fait le même bruit que Barrichello. Exactement. Voilà, c'est ça les oreilles fines de la Formule 1 pour comprendre la différence de bruit entre tous les V10, le Peugeot, le Renault, le Mercedes. Une bonne petite nouvelle, Jean Alesi vient d'entrer dans les points, il est 6e, il vient de dépasser Blundell. Ça lui a coûté quelques petites secondes sur son allure normale. Il vient de tourner en 1,51,8 alors que devant lui cela tourne en 1,50, sauf pour Schumacher qui tourne en 1,49,5. Mais il va peut-être se rattraper, on va voir si son retard sur Eddie Irvine qui se monte à 4 secondes, eh bien on va voir si ce retard s'amplifie ou diminue. Schumacher qui fait cavalier seul, vraiment, franchement, il bombarde, on le voit dans toutes les chicanes, volé de vibreur en vibreur, il ne ménage pas sa Benetton Renault, il est en train de creuser l'écart, mais c'est peut-être un peu plus difficile que prévu. Voici Jean Alesi devant Blundell et derrière Blundell, Olivier Panis sur la mieux placée des Ligier Honda. Olivier est 8e, tandis que Aguri Suzuki est 11e, Suzuki qui néanmoins supporte le handicap de pratiquement pas avoir accompli d'essai. Il a eu un accident vendredi, il a été interdit de tourner samedi matin, le temps d'une nouvelle visite médicale. Oui, il avait des problèmes oculaires exactement, et c'est pour ça que les médecins ont préféré le placer en observation. Tout de suite un petit jeu top tour. Code de TF1 pour jouer. Et on revient sur Jean Alesi et sur sa Ferrari. Jean Alesi toujours dans la même position, très spectaculaire. Le groupe de chasse numéro 2, par conséquent, Alesi, Blundell, Panis. Un peu plus loin, il y a Herbert et un peu plus loin, Frenzen, qui est un petit peu en difficulté. Mais il faut dire que Frenzen, il est aussi, lui, l'un des enfants chéris de ce stadium d'Hockenheim. Et il ne veut surtout pas perdre le contact avec la Benetton Renault qui est devant, car Alain, ici, on peut encore parler de course d'aspiration de temps en temps. On peut parler d'aspiration, bien que ce soit de plus en plus difficile. En plus, Hockenheim, comme vous le voyez maintenant, est un circuit relativement étroit.
Et les lignes droites ne sont pas tout à fait des lignes droites à part la dernière ligne droite. C'est un petit peu, il y a quelques courbes. Et donc il est très difficile malgré tout de dépasser. Et au freinage, comme on l'a vu aussi avec Démonil, il faut faire attention avec ces voitures qui sont très peu appuyées aérodynamiquement. La petite faute peut être bien entendu fatale. La Benetton Renault assez sensiblement modifiée pour ce Grand Prix d'Allemagne. Vous savez que c'est ici qu'on attaque les circuits à très très haute vitesse de pointe, ce qui entraîne, en dehors de ces ailerons en lame de couteau comme vous le faisiez remarquer, Johnny, il y a quelques instants, qui entraîne un certain nombre de changements dans les petits détails aérodynamiques, notamment dans les bords de fuite des pontons et aussi les déflecteurs. Il faut le moins de traînée aérodynamique possible pour obtenir la plus grande vitesse de pointe possible, de façon bien sûr à tailler la route comme le fait Schumacher, mais de façon aussi à pouvoir dépasser ses concurrents. À bord de cette Benetton Renault qui ouvre la route. Allez, vous parliez du stadium, voilà, on le quitte. On quitte les spectateurs, on rentre dans la forêt. Alors que le classement s'affiche sous vos yeux, 1 Schumacher, 2 Coulthard, 3 Barrichello. Avec les écarts, 4 Hakkinen à 9 secondes et 9 dixièmes. Et on attend Irvine un peu plus loin. Et puis le groupe de chasse, allez-y, Blundell, Panis, Herbert, Frentzen. Des nouvelles de Jean-Christophe Boulion sur sa Sauber à moteur Ford. Il est en 13e position. Et si mes souvenirs sont exacts, c'était sa position de départ sur la grille. Non, il était 14e. Il a donc gagné une place. À l'avant, les places ont tendance à se stabiliser. L'écart entre Schumacher et Coulthard de 4 secondes 3 permet à l'Allemand maintenant de se donner un rythme qu'il choisit. Il va ménager son moteur, sa voiture, ses freins, ses pneus. Grâce à ce petit matelas de seconde, le voici très belle quand même à l'attaque. Oui, mais bon, pas de vibreur là cette fois. Coulthard, lui, il a 3 secondes 2 d'avance sur Barrichello, donc les 3 premiers sont à peu près à équidistance, chacun sur ses positions. En revanche, derrière, allez-y, revient un petit peu sur Irvine, il n'est plus qu'à 2 secondes 5 au lieu d'être à 4 secondes de la Jordan Peugeot. Très belles images de ralenti de la Benetton Renault et du champion du monde au travail, vous voyez la rigidité de cette voiture. Arrêt de Taki Inoue dans les stands avec la Rose, moteur coupé. Alors qu'il y a eu un petit blocage de frein de la part de Michael Schumacher. Ça c'est tout à fait typique, hein. Il en a fait beaucoup au Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 15 jours. Oui, il n'y a aucun problème, hein. C'est un endroit en plus ici dans cette épingle légèrement en dévers où on a tendance à bloquer un peu la roue avant gauche et bien entendu plus ça va, plus l'usure des pneus se fait sentir et plus le risque de blocage est important sans que ça nuise de toute façon du tout aux pneumatiques. C'est pas comme un vrai plat sur les pneus, il n'y a absolument aucun problème. Oui, parce qu'un plat sur un pneu, je pense que voilà, on va nous remontrer ça, donc il est très léger ce blocage. Un plat sur un pneu, ça entraîne des vibrations terribles. Ouais. Alain, on n'a pas parlé non plus des bosses et on le voit très nettement, ce circuit d'Hockenheim il commence à vieillir un petit peu. Et les bosses, si elles sont au freinage, des chicanes, c'est un peu de tangence ça aussi. Oui, c'est quand même assez bosselé. Depuis l'année dernière, depuis les changements de règlement, les voitures étant un peu moins appuyées, un peu plus hautes aussi, on sent un peu moins les bosses. Les voitures sont automatiquement un peu plus souples aussi. Mais c'est vrai que pendant des années on a souffert et chaque année en venant ici les voitures étant de plus en plus rigides et les bosses bien entendu ne s'améliorant pas, le revêtement ne peut pas s'améliorer, c'est un peu difficile et souvent les bosses sont aussi beaucoup plus à l'intérieur de la trajectoire, notamment au niveau des freinages des chicanes, ce qui produit des problèmes notamment au niveau des dépassements. Les dépassements deviennent beaucoup plus difficiles à effectuer. Alors petite nouvelle concernant Gerhard Berger, notre pénalisé de début de course, eh bien il est 11e, il compte 35 secondes de retard sur Schumacher. Berger, 11e devant Suzuki et derrière Frentzen. Il est à 6 secondes de Frentzen, on va voir s'il réussit à revenir sur la Sauber de l'Allemand. Le voici, Gerhard Berger en 11e position. Comme vous disiez, remarquez au passage que la Ferrari emmène un tout petit peu plus d'aileron que les autres voitures. Vous voyez que ce n'est pas une lame de couteau, il y a quand même un double flap. Ça veut dire qu'intrinsèquement, sa traînée aérodynamique est peut-être un peu moins bonne que celle de la Benetton Renault. Alain. Bien qu'il soit toujours difficile de comparer les ailerons, ce que l'on voit à l'œil est souvent différent en soufflerie notamment. Donc on peut penser que l'aileron de la Ferrari est un petit peu plus proéminent. Mais c'est
entre la théorie et ce qu'on voit, il y a quand même un grand pas. En tout cas, c'est pas beaucoup de chance pour Berger et pour Ferrari en ce moment, parce que depuis 2-3 courses, il y a quand même beaucoup de problèmes dans les stands. Oui. C'est Jean? Oui, c'est Jean Alési qui s'arrête. Jean Alési pour ce premier arrêt qui intervient très tôt. Grand coup de gaz. Chez Ferrari, on a un peu pris de court. On n'était pas vraiment prêt, je peux vous le dire. La preuve, regardez, les pneumatiques arrivent au compte-gouttes. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt. Et ça veut dire qu'Alési s'arrête plutôt prévu, Alain, je crois. Ah oui, de toute façon, regardez, ils n'étaient même pas prêts au niveau du ravitaillement. Il n'a pas dû dire qu'il s'arrêtait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois son casque se secouer. Il m'a l'air assez en colère. 25 secondes et un dixième. Certainement pas prévu. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait des ordres surtout. C'est quand même incroyable parce que ça fait la 3e fois en 3 courses que une fois c'est le système d'essence complètement indépendant bien entendu de Ferrari. La 2e fois une roue mal serrée apparemment à Silverstone et là un arrêt qui n'était absolument pas prévu. Puisque j'avais cru comprendre que de toute façon Jean s'arrêterait qu'une fois, donc là il ne peut plus s'arrêter qu'une fois. Et oui. Mais c'est à moins qu'il ait une crevaison et qu'ils aient décidé au dernier moment de mettre de l'essence, je ne sais pas exactement, il faudrait se renseigner pour savoir. Jean Todt va devoir reprendre cela en main. Johnny, c'est ce que vous vouliez dire? Non, mais je me demandais pourquoi par sa radio Jean n'avait pas prévenu son stand et que celui-ci a été pris de court comme ça. Oui, à moins qu'il ait eu une crevaison brutale et qu'il ait été obligé de s'arrêter, ça je ne peux pas le savoir. Ça veut dire qu'en tout cas quelque chose n'a pas fonctionné dans le système radio de l'écurie Ferrari. Ici c'est une Minardi, un moteur Ford qui vient de s'arrêter. A priori en panne mécanique. Ce qui est remarquable Alain également, c'est que Schumacher en tête a effectué son meilleur tour en course durant le premier tour, 1:49.134 et depuis, eh bien, il n'a pas dépassé. Non, c'était au 4e tour, pardon. Depuis, il n'a pas amélioré. Ouais, au contraire. Je pense que ça veut dire qu'il est très difficile de tenir les pneumatiques. On l'a vu pendant les essais qualificatifs. Les pilotes faisaient leur meilleur tour au premier tour, c'est-à-dire au premier tour lancé, c'est-à-dire que les pneus étaient bien entendu neufs, relativement frais. Et souvent les pilotes ont essayé de continuer sur leur lancée, d'améliorer au second tour. Et bien ce n'était pas le cas, il y avait déjà une petite différence. Et là quand il fait chaud, il est très difficile de tenir le rythme le plus élevé possible. Et on perd un petit peu d'adhérence et c'est ce qui va se passer pendant toute la première partie de course avant le changement pour les ravitaillements. Et nouvel arrêt de Jean, ça doit être plus grave qu'un problème de pneu. Nouvel arrêt de Jean Alési, le voici, qui rentre au stand au ralenti. J'ai peur que cette fois ce soit pour le compte. Et oui, il est complètement ralenti, Jean Alési, en 15e position après un arrêt qui lui a coûté 25 secondes. Et il rentre directement. Bon, ça c'est beaucoup plus grave. Pierre Van Vliet va aller au garage. Ah bon, Pierre. Dans le garage, Jean Alési est rentré directement. Il lève la visière de son casque, il enlève son harnais. Il va donc sortir de la voiture. C'est l'abandon pour l'Avignonnais. On a fermé le rideau du stand de Ferrari. Ouais, mais je suis dedans. Et je peux vous dire que, contrairement à ce que je viens de vous dire, il ne dégrave pas son harnais. Donc peut-être qu'ils vont essayer de travailler, de réparer. La panne n'est peut-être pas aussi grave que prévu. En tout cas, ça nous laisse Schumacher toujours en tête de ce Grand Prix, devant David Coulthard, toujours. Oui, on voit quelques images du stand de Ferrari. Et Jean est toujours installé, il parle avec ses ingénieurs, mais il est resté dans le cockpit de la Ferrari numéro 27. C'était Pierluigi Martini qui avait abandonné. Le voici, le petit Piero, comme l'appellent nos amis italiens. Il fait signe qu'il ne pouvait rien faire. C'est donc une panne mécanique. À noter quand même que Schumacher en tête. Hop, attention, c'est une Ligier qui s'est arrêtée. C'est Panis, le numéro 26. Denis, vous avez pris le chrono? J'ai un chrono. Il cale. Bien calé. Il a peut-être plus d'embrayage. Il s'est arrêté 16 secondes 3. Ouh là là. Là, on est dans des comptes de ravitaillement. On a dépassé de loin les 8-10 secondes traditionnelles. Schumacher, toujours en tête. Oui. Coulthard, il ne perd pas trop de terrain. Tiens, c'est Jean-Christophe Bouillon. Non, c'est une Ligier. Pardon, c'est une Ligier. Suzuki. Ah pardon, c'est Suzuki. J'ai cru que c'était. Non, c'est Panis. Non, c'est Panis. Voilà. Et il a dû abandonner tout de suite en sortant des stands. C'est Panis qui regarde à l'arrière de sa voiture. Ça fume.
Donc il se passe à peu près pour Panis ce qui s'est passé pour Alési, un arrêt au stand imprévu qui s'éternise, qui prend par surprise les mécaniciens, et puis après la panne qu'il avait arrêtée une première fois se reproduit. Jean réussit à faire un tour, rentre au garage, peut-être on répare sa voiture, mais Panis lui il a fait quelques centaines de mètres et il abandonne. Oui Pierre. Un arrêt qui s'éternise, c'est celui de Jean Alési. Ça commence à faire longtemps, le capot moteur est toujours levé. On essaie de remettre le moteur en marche, vous l'entendez peut-être. Et qui sait, peut-être Jean va-t-il pouvoir reprendre la piste. Mais ce serait de toute façon peine perdue pour le championnat, parce qu'il y a déjà 1 ou 2 tours de retard. Eh oui, très largement. Alors qu'on voit des images au ralenti de Michael Schumacher avec les disques carbone légèrement rouges, ça bloque un peu plus fort cette fois, mais c'est une spécialité du champion du monde. Alors Alain, je voulais vous parler de Coulthard qui tient relativement le coup quand même, parce que on est au 15e tour de course, il est à 5 secondes derrière, ça veut dire que la Williams-Renault est constante quand même. Enfin, la Williams-Renault reste capée naturellement. Oui, elle reste quand même relativement proche. 5 secondes, c'est pas une avance très très confortable, surtout qu'on voit que Schumacher apparemment on ne peut pas dire qu'il contrôle vraiment la course, il n'y a aucun problème pour lui, il a assez d'expérience pour mener la course avec 5 secondes d'avance, mais on voit qu'il attaque, il essaye de faire le forcing. Maintenant, eh bien, comme d'habitude, il va falloir attendre et savoir combien de ravitaillement l'équipe Benetton avec Schumacher et Williams avec Coulthard, combien de fois ils vont s'arrêter, mais c'est pas encore gagné, alors qu'on voit derrière la lutte avec Barrichello qui est 3e, Hakkinen 4e, Irvine 5e. Donc les deux, et Blundell 6e, les deux. Je crois que Blundell vient de passer Irvine. J'ai l'impression, les deux McLaren Mercedes contre les deux Jordan Peugeot. Et Berger qui revient derrière Frenzen. Voilà, il a recollé à Frenzen, comme on s'interrogeait tout à l'heure, s'il pourrait revenir. Eh bien voilà, les 6 secondes de retard qu'il avait, Berger les a mangés. Nous sommes au premier tiers du Grand Prix maintenant, et si Michael Schumacher devait observer 2 arrêts, ravitaillement, eh bien le premier de ces deux-là ne devrait pas tarder. Exactement. Ici c'est Herbert, ici c'est Frenzen, ici c'est Berger. Alors, j'ai donné des nouvelles de Bouillon tout à l'heure, j'ai cru dans le contre-jour qu'il avait abandonné. Non, non, Bouillon, rassurez-vous, il est en 11e position. Barrichello au stand. Alors que là, c'est Barrichello qui est au stand. Johnny, chrono, ah non, ça y est. Le chrono est prêt. 9, 10, 11 secondes. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est ceux qui ont choisi de faire 2 arrêts ravitaillement. On va à Paris et on se retrouve dans quelques instants. Dans le 17e des 45 tours du Grand Prix d'Allemagne, alors qu'on voit ici le peloton de chasse groupé avec Berger, bien sûr, mais aussi Frenzen. Frenzen a été dépassé et c'est Irvine, vous le voyez, qui concède du terrain très largement. Irvine qui est dans les problèmes. Alors que peut-être que vous avez, vous, Pierre Van Vliet, des nouvelles de Jean Alési. Eh bien malheureusement non, Jean-Louis. On était pendant la coupure publicitaire avec Alési, c'est pas de chance. Et puis il est parti très déçu, vous l'imaginez. Chez Ferrari, on est en train d'analyser les raisons de cet abandon. Un problème d'ordre électronique, semble-t-il, mais qui semble encore un peu difficile à déceler. Alors que Schumacher en tête du Grand Prix d'Allemagne, ici attention c'est Johnny Herbert qui est talonné maintenant par Berger en 8e position. Schumacher ne gagne pas de terrain, il n'en perd pas mais il n'en gagne pas non plus. Coulthard est toujours dans les 5 secondes. Il faut dire que Schumacher lui, il doit passer un certain nombre de pilotes retardataires. Oui, peut-être que l'écart, enfin l'accordéon est dû au doublage des retardataires, mais bon, c'est un grand circuit. Et c'est certainement un circuit où l'on perd aussi le moins de temps pour doubler les concurrents. Alors qu'en ce qui concerne les ravitaillements, on a vu Barrichello qui s'est arrêté, bien entendu, un des premiers. Et avant que Irvine ait son problème, on a vu qu'il est reparti tout de suite derrière Irvine. Donc si vraiment on s'arrêtait 2 fois, comme c'est le cas certainement pour Barrichello, ça paraît être quand même une bonne solution. Alors que les leaders, eux, ne se sont pas encore arrêtés et on peut imaginer que vont peut-être s'arrêter qu'une fois. Et oui, une McLaren Mercedes qui abandonne. C'est celle de... C'est Blundell. C'est Blundell. Celle de Mark Blundell, oui, on voit mal en contre-jour. C'est celle de Mark Blundell avec un moteur qui fume. Ça aurait été dommage pour Mika Hakkinen. Figurez-vous qu'il est en 3e position derrière Schumacher et Coulthard.
Et bien entendu maintenant devant Barrichello qui reprend de facto la 4e place de ce Grand Prix d'Allemagne. Blundell était 4e au moment de son abandon, Oui. c'est-à-dire que les McLaren Mercedes étaient 3e et 4e. Elle venait de dépasser Irvine qui a manifestement qui a désormais qui perd du terrain, et Barrichello l'avait dépassé pendant qu'il était à son stand pour son ravitaillement. Et oui, les McLaren Mercedes qui utilisent ici un moteur Evolution 2, appelons-le comme cela, qui fait très nettement ses preuves au niveau de la puissance. Reste à savoir, bien sûr, si le ramage vaut le plumage et si la fiabilité leur permettra d'aller jusqu'au bout, lui permettra à Hakkinen maintenant d'aller jusqu'au bout. Et avec ses arrêts, ses abandons, notre ami Berger, il est 7e, il est aux portes des points du championnat du monde. Le voici en 7e position, et devant lui Herbert qui est 6e et qui donc en position, voilà. Le voici en train de dépasser, il dépasse Herbert, donc maintenant Berger est 6e. Il est en position de marquer un point si la course se termine sur le classement actuel. Voici Berger qui boucle son 18e tour. Et il est même 5e puisque Blundell qui était devant lui vient d'abandonner. Extraordinaire. Et oui, Berger taille la route alors que Schumacher reprend un petit peu de champ dans les bordures. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'après son arrêt, Berger était à 35 secondes de Schumacher. Maintenant, il est à 41 secondes 8, presque 42 secondes. Mais au lieu d'être 15e, il est 5e grâce aux abandons et grâce au fait qu'il a dépassé des voitures plus lentes que sa Ferrari. Schumacher va rentrer au stand. Jean-Louis, on est prêt chez Benetton à l'accueillir. Bon. Les mécaniciens sont prêts. On a passé la flèche sur le panneau du pilote allemand. Et en principe, c'est lui qui doit rentrer le premier. On l'attend, il va pénétrer dans le stadium. Et chez Benetton, eh bien, on enlève les couvertures chauffantes des pneumatiques. Regardez, ils sont prêts. Schumacher toujours crédité du meilleur tour en course au 4e tour, une 49 et 134 millions. Michael Schumacher, c'est l'homme qui a effectué le tour le plus rapide, et cela depuis le départ du Grand Prix. Il n'y a pas eu de changement. Schumacher toujours, il braque. Et c'est bon, il vous arrive Pierre Van Vliet de votre côté dans les stands. D'abord cette chicane ralentisseuse. Oui, il a sauté dedans. Il rentre très vite et puis juste après, il y a la limitation de vitesse. Voilà Michael. Et comme d'habitude chez Benetton, tout est prêt, ça va très vite. L'essence coule à flot. Attention, on se souvient l'an dernier de l'incident, de l'incendie de la voiture de Verstappen, une Benetton précisément. Un bel arrêt comme on dit. Oui Pierre, 8 secondes et 9 dixièmes au chronomètre du réalisateur de la télévision allemande. Et voilà Schumacher qui sort des stands et par la même occasion du stadium. C'est absolument invraisemblable comment les mécaniciens de Benetton peuvent lâcher la voiture du cri, la laisser tomber. Elle n'est même pas encore tombée, elle rebondit et Schumacher a pratiquement embrayé et part déjà, alors que si vous regardez toutes les autres voitures, et c'est là où il gagne beaucoup de temps, les pilotes ont beaucoup de mal à utiliser l'embrayage, ils ont beaucoup de problèmes. La première bien entendu est enclenchée, mais ils ont toujours peur de caler ou d'avoir un problème, et les mécaniciens sont obligés d'y aller beaucoup plus doucement. Et les 2-3 secondes de différence, elles se font certainement ici. L'ingénieur Vincent Gaillardeau, qui est le motoriste de Michael Schumacher, nous indiquait que jamais, au grand jamais pendant les essais, il ne rentrait au ralenti. Il rentre toujours à fond de train quand il s'arrête à son stand pour justement étudier comment on rentre dans les stands à toute vitesse et comment on en repart de façon à être prêt pour la course. Voici les deux premiers du Grand Prix d'Allemagne. Jean-Louis, David Coulthard en tête sur la Williams Renault et Hakkinen ici plein écran sur la McLaren Mercedes, dont c'est la meilleure position depuis le début de la saison, et Schumacher 3e, et qui a Hakkinen dans sa ligne de mire à l'extrémité des longues lignes droites d'Hockenheim. Il a jeté un petit coup d'œil dans son rétroviseur pour voir où on était, la Pacifique qu'il venait de redépasser, et il entre à son tour alors que dans le stadium, alors que Mika Hakkinen est là. Absolument attendu chez McLaren Mercedes. Il va perdre sa deuxième place au profit de Schumacher naturellement. Les mécaniciens savent faire. La seule McLaren Mercedes encore en course. Un moteur évolution, on le sait, dont la fiabilité n'est pas encore prouvée, mais dont les performances sont déjà impressionnantes. Attention à Hakkinen, 15 secondes, c'est long. Et oui, c'est long. Ouais, on dirait qu'ils ont mis plus d'essence. Oui. C'est un peu bizarre parce qu'on pensait qu'en s'arrêtant au 20e tour, au 19e tour, Schumacher ne ferait qu'un seul arrêt.
Et si on se fie au temps passé par les mécaniciens pour remplir la voiture, Hakkinen ne ferait plus d'arrêt et peut-être que Schumacher en fera encore un autre, mais ce ne sont que des supputations et on est obligé malheureusement avec ces ravitaillements d'essence d'en faire. Et Ils oui, sont pas toujours bien sûr, corrects. parce que la stratégie est ainsi. Parce que là, la différence, en tout cas, entre les deux est due uniquement au remplissage du réservoir. Hein. Ça, c'était clair et net. Ils ont changé les roues très très vite. Mais il faut bien du temps pour remplir l'essence. Berger, qui est actuellement 5e, comme on l'avait dit tout à l'heure, reprend un petit peu de terrain sur Barrichello, qui est 4e. La Jordan Peugeot tourne en 1,50 et Berger vient tourner en 1,49,9. Ils sont peu nombreux, les pilotes de ce Grand Prix d'Allemagne, qui, depuis le départ, ont franchi la barrière des 1 minute 50 secondes au tour. Alors dans notre série supputation dans les stands, eh bien chez Williams Renault avec David Coulthard, la seule Williams Renault rescapée, il semblerait qu'on s'oriente bien vers un seul arrêt et vous le voyez, cet arrêt n'est pas encore programmé pour l'instant, ce qui signifie effectivement que Schumacher pourrait s'arrêter 2 fois. Donc stratégie différente entre Benetton et Williams. C'était déjà le cas à Silverstone avec 2 arrêts pour Hill, un seul pour Schumacher. Il semblerait que ce soit l'inverse cette fois-ci. On verra bien qui a raison. Barrichello qui a stoppé, quel dommage. Barrichello qui était en 4e position, alors qu'on voit David Coulthard perdre du terrain parmi les retardataires. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait curieux chez Williams Renault. Vous ne pensez pas, Alain, qu'il aurait dû rentrer tout de suite, David Coulthard, à moins qu'il ait lui de quoi faire la moitié du Grand Prix, mais on va bientôt y être, la moitié du Grand Prix d'ailleurs. À partir du moment où Schumacher s'est arrêté, si vraiment c'était un seul arrêt qui était prévu pour Coulthard, c'est vrai qu'en voyant les retardataires, on peut se poser la question de s'arrêter peut-être un tour plus tôt, mais c'est aussi un circuit où normalement les dépassements vous coûtent un peu moins de temps. Mais en tout cas, la seconde ou la seconde et demie de perdu est toujours, bien entendu, très très difficile à rattraper quand on voit qu'il a fallu 20 tours à Schumacher pour avoir un capital de 4 secondes et 9 dixièmes. D'où l'importance de la bonne stratégie de course. Alors, Michael Schumacher, on voit qu'il est chaussé à 9. 21e tour, meilleur tour en course, 1,49,116 pour Michael, le champion du monde. Voilà, c'est écrit sur votre écran. Schumacher qui est à 15 secondes de David Coulthard. Un point sur le classement. David Coulthard en tête devant Schumacher, le 3e est Berger, le 4e Hakkinen, le 5e Herbert, le 6e Frenzen, le 7e Irvine, le 8e Bouillon qui s'approche des points tout doucement, Jean-Christophe, le 9e Badoer, le 10e Suzuki et pour l'instant il nous manque un certain nombre de voitures à l'appel. Johnny, ça tombe les abandons. Attention, on est prêt chez Williams à accueillir David Coulthard maintenant, même s'il passe devant les stands, on lui passe la flèche. Avec encore 22 tours à couvrir. Oui, voilà, ce sera la mi-course, Pierre. Voilà, dans 2 minutes. Juste un mot pour insister sur un point du classement que vient de donner Jean-Louis. Eh bien, Berger est bien 3e. On a bien lu, on a bien entendu. Berger est 3e. Il est à 36 secondes de Coulthard. Et du fait de l'abandon de Barrichello, du fait du ravitaillement de Hakkinen, Gerhard Berger, malgré sa pénalité, est 3e. C'est dire que la Ferrari ne marche pas si mal que ça. Au contraire, attention, se prépare dans les stands. Pierre, il y a Coulthard qui doit arriver. Et il y a Berger également, nous semble-t-il, avec les hommes de la Scuderia Ferrari qui commencent à s'aligner devant les stands de la Scuderia. Voilà, on a fait signe chez Williams alors que Frenzen rentre également sur la Sauber. On a fait signe chez Williams d'enlever les couvertures chauffantes. Frenzen s'arrête. Coulthard ne va pas tarder. Et puis vous l'avez dit aussi, chez Ferrari, on est prêt à accueillir Gerhard Berger. Voilà, Eddie Irvine qui s'arrête également chez Jordan Peugeot. Autant de concurrents qui ont décidé de s'arrêter une seule fois. Est-ce que Schumacher pourra aller jusqu'au bout sans s'arrêter une seconde fois? C'est sans doute la clé de ce Grand Prix. 13 secondes pour Frenzen. Pierre, le réalisateur n'avait pas déclenché son chrono. Je crois qu'il attend le leader de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, de Grand Prix d'Allemagne, pardon, qui n'est autre que David Coulthard. Irvine, 17 secondes 3 d'arrêt, c'est beaucoup. Et quand Coulthard fait des temps aux alentours de 1,51, et bien Schumacher avec ses pneus neufs roule en 1,48,8 et pendant 2 tours il a dû lui reprendre à peu près 4 secondes. Le voilà Coulthard dans les stands. Et donc de 5 secondes avant ces arrêts ravitaillement, l'écart devrait passer beaucoup plus proche des 10 secondes. Petit blocage
dégage de roue pour David Coulthard. Au moment où il freine, vous avez une caméra sur le mécanicien qui a l'embout d'essence entre les mains. L'essence qui coule, les pneumatiques sont déjà changés. Ça prend du temps, l'essence, vous le constatez, plus de temps que chez Benetton. 15 secondes 5 pour Coulthard. L'écart devrait être pas loin de 15 secondes. Ouais, surtout que Schumacher s'était arrêté 9 à 10 secondes, donc il a perdu du temps, Coulthard, et sur la piste et dans son sport. Et voici Berger qui rentre, Pierre. Voilà la Ferrari à son tour. Berger troisième avant son arrêt. Malgré la pénalité, vous l'avez souligné. Johnny Herbert également arrive chez Benetton. Johnny Herbert, un seul arrêt en ce qui le concerne. Peut-être deux pour Schumacher. C'est intéressant de voir le temps de Herbert. Le chronomètre de gauche, 17 secondes, c'est beaucoup pour Berger. Regardez Herbert, le chrono tourne. 13 secondes 8, c'est quand même beaucoup plus que pour Schumacher. Ça signifie qu'Herbert a mis davantage d'essence que Schumacher et que logiquement Schumacher devrait s'arrêter une deuxième fois. Eh oui, c'est ce que Alain Prost avait prévu. Mais en tout cas, ça a beaucoup bougé dans ce Grand Prix d'Allemagne. Juste à la mi-course, on va attendre le passage de Schumacher sur la ligne de chronométrage et puis le passage également de Coulthard et de Berger pour vous annoncer un classement qui soit le reflet authentique de ce Grand Prix d'Allemagne. On joue tout de suite à un jeu Top Tour. TF1 pour savoir qui détient le meilleur tour en course en ce moment. Coulthard ici avec sa Williams Renault, elle aussi légèrement modifiée pour ce Grand Prix d'Allemagne sur ce circuit très spécifique, très long et surtout très rapide en vitesse de pointe. Nous vous le disions tout à l'heure, plus de 330 km/h, 337 également pour les plus rapides en ligne droite. C'est un chiffre qui en dit long, bien sûr, hein, sur le circuit. C'est même avec Monza le circuit le plus rapide de la saison. Le circuit le plus rapide, on a eu atteint des 355 à Zedweg avec le moteur turbo il y a quelques années. Mais 337 ici à Hockenheim. C'est une vitesse que l'on atteint d'ailleurs au-delà de 330, 3 fois sur ce circuit avec des vitesses au-delà de 300, bien entendu, très souvent. Alors que Johnny semble se battre avec le chronométrage, oui, et il semblait que Hakkinen était beaucoup sur la droite de la piste, mais non, c'est une fausse alerte. Toujours pas de changement de ce côté-là, alors que Schumacher continue d'attaquer, sortie en survirage. Voilà, 18 secondes, c'est ça, 18 secondes entre Schumacher et Coulthard. Vous aviez dit 15. Vous avez dit aux alentours de 15. Bravo. Mais c'est évident qu'il y a beaucoup à faire pour les concurrents, aussi bien en dehors de la piste que sur la piste face à Schumacher et à Benetton. Et maintenant, si Schumacher devait s'arrêter une seconde fois, ce que l'on ne peut pas jurer, eh bien il faut qu'il cravache, bien entendu. Alors que s'il ne s'arrêtait qu'une seule fois, sachant que son rival le plus direct, c'est-à-dire Coulthard, lui va certainement s'arrêter qu'une fois, il peut contrôler la course. Donc on va voir si son rythme est vraiment effréné. Dans ce cas-là, on pourra vraiment penser qu'il s'arrête deux fois. Il y va. Hein, et apparemment, il y va. Ouais. Oui, alors la réponse est pratiquement trouvée, mais ce serait une tactique d'ailleurs assez inhabituelle pour Benetton, car ils se sont arrêtés au 18 ou 19e tour, je crois, Johnny. Ce qui est quand même assez tard pour un premier arrêt si on veut en faire justement deux. C'est pas tout à fait un course, c'était plus. La brièveté de cet arrêt indique quand même qu'ils ont mis très peu d'essence. Et par conséquent, ça veut dire que le rendez-vous, nous sommes dans le 26e tour, est environ dans 4, 5 ou 6 tours. Et là, Schumacher se retrouvera au même niveau que David Coulthard, que vous voyez ici, avec sa Williams Renault. David Coulthard qui a tout à l'heure tenu la tête du Grand Prix d'Allemagne, ici à Hockenheim, alors que Schumacher était en train de ravitailler. Coulthard qui est reparti en deuxième position. Et Coulthard qui n'a pas repris la piste avec autant, de façon aussi incisive que Schumacher après son arrêt, puisque Schumacher avait tout de suite
a signé des temps 1,49 et même 1,48 au tour, alors que Coulthard est en 1,51 pour l'instant. Et il nous reste 14 voitures dans ce Grand Prix d'Allemagne avec 1 Schumacher, 2 Coulthard, 3 Kynen, 4 Berger, 5 Frentzen, 6 Herbert qui est dans les points, le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, Johnny Herbert. 7e Suzuki, 8e Bouillon, 9e Irvine, 10e Katayama, 11e Badoer, 12e Montermini, 13e Lavaggi, 14e Moreno. Et Bouillon qui vient de prendre l'avantage sur Irvine et qui apparemment est aux prises avec des difficultés sur sa Jordan Peugeot. Irvine qui a effectué un très beau début de course, mais qui est actuellement 9e. Il va bientôt se faire doubler par Schumacher. Voici ici Frentzen qui est en 5e position, Johnny Herbert. Vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, Johnny Herbert, et qui est actuellement seulement 6e. Qui le talonne. Caméra embarquée dans le nez de la Benetton Renault de Johnny Herbert. Et voici dévalant la dernière ligne droite avant l'entrée dans le stadium. Jean-Louis, un petit élément d'information à propos des ravitaillements. Chez Williams, eh bien, les mécaniciens sont un peu plus décontractés. Maintenant, ils ont enlevé leur cagoule inifugée. Ils se désaltèrent un peu. Alors que chez Benetton, eh bien, tous les mécaniciens sont toujours équipés avec leur casque éventuel pour ceux qui pratiquent les ravitaillements proprement dit, avec leur cagoule. Les pneumatiques sont prêts dans les couvertures chauffantes. Ça voudrait dire qu'effectivement chez Benetton on va encore travailler dans les stands cet après-midi, alors que chez Williams c'est plutôt la relâche. Et oui, c'est la stratégie qui le veut ainsi. On l'attend, son deuxième ravitaillement. L'image au ralenti. C'est Suzuki. Oui, loin, hein. Oui, très loin même. Il va tout droit dans une chicane, il va prendre un petit peu trop tard, il a bloqué ses roues, il va rentrer trop vite dans la chicane et il coupe la sortie de cette chicane. Suzuki est 8e actuellement. Adieu, il vient de se faire dépasser par Bouillon, peut-être à cause de ça. Adieu fond plat. Là ça a beaucoup bougé. Et il reprend la course. Ah, les chicanes ici, comme le disait Alain tout à l'heure, elles ne sont pas toutes bien dessinées. D'ailleurs, en soi, une chicane, c'est pas toujours vraiment sportif sur le plan technique de la course automobile. Parce que pour ça les pilotes non plus. En plus, il y en a encore, elles ont beaucoup été améliorées. Il y a quelques années, il y avait des bordures très très hautes et quand on arrive à 330-340 km/h au bout de ligne droite, il dirait qu'on ait un problème de frein pour décoller bien entendu instantanément sur les hautes bordures. Et c'est pas toujours évident en plus de voir, la visibilité n'est pas toujours très bonne à l'entrée de ces chicanes. C'est pas très drôle pour le pilotage des Formule 1, mais techniquement ce circuit est quand même aussi intéressant, surtout d'ailleurs pour les motoristes et les aérodynamiciens. Dans la mesure où il faut aller vite, les moteurs doivent être performants et fiables. On voit encore malgré tout la suprématie des moteurs Renault encore aujourd'hui sur ce circuit très très difficile, car les autres progressent bien entendu, mais il est très difficile de progresser en performance et garder en même temps la fiabilité. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'abandon sur un circuit difficile pour la mécanique. Cela étant dit, Alain, il faut les conserver ces chicanes, sinon vous vous rendez compte de la vitesse de pointe qu'atteindraient les Formule 1 modernes ici sur ce circuit. Et il faut rappeler que Hockenheim a signé avec la Formule 1 jusqu'à l'an 2000. Alors par conséquent, il faudra s'y habituer. Schumacher en tête de la course avec 19 secondes d'avance sur David Coulthard. C'est bientôt le rendez-vous. 15 et 15, 30 tours. Nous sommes là dans le 28e tour de course. Et on va surveiller un peu plus loin l'entrée des stands. Que fait Schumacher? Va-t-il rentrer? Non, pas du tout. Et il boucle encore un tour alors que Suzuki rentre avec la roue arrière gauche à plat. Il va devoir observer s'il tient le coup jusqu'au bout. Un arrêt à son stand alors que là c'est Irvine toujours en difficulté. En attendant l'arrêt de Michael Schumacher, on va à Paris. On se retrouve après ces quelques messages publicitaires. Hockenheim dans le 29e des 45 tours du Grand Prix d'Allemagne. Et on attend toujours l'arrêt voilà, de cet homme qui vient de recevoir ce panneau P1. C'est Michael Schumacher. Le voici
avec 20 secondes d'avance sur David Coulthard. Michael Schumacher qui devrait bientôt observer un arrêt, alors que là c'est Eddie Irvine qui n'a cessé de perdre du terrain et qui doit s'arrêter forcément pour que l'on vérifie ce qui ne va pas sur sa voiture. Il l'a ravitaillé. Non, ils n'ont pas ravitaillé, ils ont reprogrammé, je pense, au niveau électronique. Ils ont refait certainement un programme. Apparemment, il devait ratatouiller, il ne devait pas avoir tous les cylindres. C'est pour ça qu'il tournait beaucoup plus lentement qu'au début. On va voir si maintenant il reprend son rythme de croisière. Un peu ce qui était arrivé d'ailleurs à Schumacher au niveau de la boîte de vitesse. C'était arrêté, ils avaient reprogrammé, bien entendu, électroniquement, et tout était revenu dans l'ordre. Au Grand Prix du Canada, c'est ça. Voilà. Donc vous laissez de côté l'hypothèse d'un rapport de boîte de vitesse qui manque. Schumacher toujours devant Coulthard en deuxième position. Le troisième est toujours Hakkinen, le quatrième Berger, le cinquième Herbert, le sixième Frentzen, le septième Bouillon. Il va peut-être approcher des points, notre Jean-Christophe. Le 8e Irvine, le 9e Katayama, le 10e Suzuki, le 11e Montermini, le 12e Badoer et le 13e Lavaggi qui livre ici son premier Grand Prix en remplacement de Bertrand Gachot sur la Pacifique à Motorford. Suzuki qui était 7e tout à l'heure et que l'on a vu rentrer au stand avec une crevaison qui s'était peut-être produite avant le passage de la chicane qu'il avait manqué, ce qui explique qu'il ait commis un tel écart de trajectoire, le brave Suzuki. L'abandon. C'est celui de Lavaggi dont je vous parlais. C'est le débutant. C'est une panne mécanique. Il était 13e, ce qui nous laisse maintenant 12 voitures en course. Et peut-être moins Jean-Louis, puisque Moreno et Badoer rentrent au stand à toute petite vitesse l'un et l'autre. Voici Badoer. Ça veut dire que les moteurs Ford compétition client ont peut-être dégusté ici. Ils font des signes, oui, pour rentrer dans leur stand. Et Martini ayant abandonné tout à l'heure, ça veut dire qu'il n'y a plus de Minardi Ford en course. Et Moreno, lui, arrêté, ça veut dire qu'il n'y a plus de Forti Ford en course. Ce sont les petites écuries, celles qui font le plateau et qui ont de plus en plus de mal. À preuve, Bertrand Gachot, qui est l'un des copropriétaires de l'équipe Pacifique, qui a dû céder son volant à Lavaggi, qui lui a apporté un petit budget. C'est dur, très dur pour les petites équipes de boucler une saison de Formule 1 à ce niveau. Un indice qui permet de penser que Schumacher, un indice supplémentaire permettant de penser que Schumacher va effectuer un second ravitaillement, c'est qu'il bourre au maximum l'Allemand. Il tourne en 1,49,1 alors que Coulthard derrière lui ne peut pas descendre au-dessous de la barrière des 1,50 dans la fournaise d'Hockenheim. C'est-à-dire que l'écart maintenant entre la Benetton Ford que nous avons en action ici sous les yeux et la Williams Renault, la Benetton Renault et la Williams Renault, cet écart est de 23 secondes 2 après 30 tours de course, c'est-à-dire qu'on arrive aux 2 tiers de la distance au moment théorique où Schumacher devrait effectuer son deuxième ravitaillement, son second ravitaillement. Mais actuellement, il poursuit sa route. Ce n'est pas pour ce tour-ci. C'est Jean-Christophe Bouillon à bord de sa Sauber Motorford. Attention, Schumacher qui continue de bloquer ses freins. C'est Jean-Christophe Bouillon qui va devoir concéder un tour au leader de ce Grand Prix d'Allemagne, Michael Schumacher. Et si Schumacher gagnait ici à Hockenheim, eh bien, ce serait tout d'abord la première fois. Et ce serait la victoire d'un pilote allemand au Grand Prix d'Allemagne. Je crois que, Johnny, il faut se reporter aux années 37, 38 ou 39 pour avoir un Allemand qui est gagné ici en Allemagne. Depuis la création du championnat du monde en 1950, quelques pilotes allemands se sont distingués en figurant parmi les meilleurs pilotes de Formule 1. Le premier d'entre eux ayant été, le premier chronologiquement d'entre eux ayant été Bert von Trips, mais von Trips qui a failli être champion du monde en 61 avant d'être malheureusement victime d'un accident mortel à Monza. Bien, von Trips n'avait jamais gagné le Grand Prix d'Allemagne. Depuis von Trips, aucun autre Allemand avant Schumacher n'était en position de gagner ce Grand Prix d'Allemagne. Il y a eu Maas, il y a eu Stuck, mais ils n'ont jamais été en position de gagner ce Grand Prix. Et pour retrouver un Allemand victorieux devant son public, eh bien, il faut monter dans les années 30, les années de domination des Mercedes et des Auto-Union avec les formidables Hermann Lang, Rudolf Caracciola et von Brauchitsch.
et auparavant peut-être Bernd Rosemeyer. On a vu Michael Schumacher se débarrasser aisément de la Sauberford de Jean-Christophe Boulion. Il saute et il attaque, ça c'est sûr qu'il attaque. Ça, ce sont des ralentis qui disent tout sur les qualités d'attaquant du champion du monde. Ici c'est David Coulthard, toujours en deuxième position à 25 secondes. Et vous voyez que Irvine vient de réaliser une 50.6, c'est-à-dire c'est le deuxième meilleur tour, enfin sur le tour précédent. Il est bien entendu moins vite que Schumacher, mais c'est lui qui est le plus rapide des autres pilotes, bien entendu équipé de pneus frais. Et encore, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils ont changé les pneumatiques. En tout cas, ils ont réglé le problème électronique malheureux qui l'a handicapé depuis le début de course. Dommage pour Jordan Peugeot qui était prêt à bien figurer ici. On le sait, il y a des améliorations spécifiques sur le moteur Peugeot Evolution 2 qui a fait son apparition au Grand Prix de France. Des améliorations qui le portent presque à un niveau de puissance équivalent à celui des meilleurs. Mika Häkkinen toujours en troisième position. Et Berger, le quatrième, avec cette Ferrari 412 T2 qui a été largement modifiée, elle, au Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 15 jours. On attend toujours Michael Schumacher à l'entrée des stands pour voir si il ravitaille. Non, rien qui se passe pour l'instant. Non, et sur le panneau de Schumacher non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que chez Benetton, semble-t-il, on essaye de retarder au maximum le deuxième arrêt de Schumacher pour lui permettre de creuser un écart suffisant pour ressortir des stands, éventuellement en tête devant la Williams de Coulthard et éviter ainsi un dépassement dans les derniers tours. Oui, merci Pierre de ces précisions. Tout à fait logique. C'est vrai que c'est une tactique qui est autant alors que c'est une Sauber, je crois, c'est Boulion, il me semble, ou non, je pense que c'est Frentzen. Boulion est beaucoup plus beaucoup plus bas dans sa voiture, alors qu'on voit il détache son harnais, il voit de la fumée, il détache le harnais au cas où la voiture prenne feu. Quelle hécatombe, Montermini qui vient de passer devant les stands, c'est presque arrêté, il est reparti mais j'ai l'impression qu'il ne va pas aller très loin. Montermini qui est actuellement 11e et dernier sur la piste puisqu'il y a eu 13 abandons et que là avec Frentzen qui abandonne et Montermini qui abandonne, eh bien on risque de se retrouver avec 9 voitures en piste. Ça fait peu, ça veut dire que la chaleur qui est au plus haut en ce moment dans ce chaudron d'Hockenheim, eh bien fait des ravages parmi les moteurs. Oui, et puis vous savez, il y a toujours eu à Hockenheim un petit problème de température, bien entendu. Vous le dites, dans le stadium, il fait extrêmement chaud. Quand vous êtes dans la ligne droite, là où Frentzen casse son moteur, il fait beaucoup plus frais. Il y a un écart de température quand même assez important. Il y a de l'ombre, il y a des arbres. Il y a même de l'humidité, certainement pas aujourd'hui, mais ça change la carburation des moteurs. Et très souvent, les points de fiabilité viennent aussi de là. Malheureusement, c'est Häkkinen. Ça continue. Hein. Ça continue. Ça continue. La piste, Alain, la piste dans le stadium est chauffée à 45 degrés 9, alors que la température ambiante est de 31 degrés 9. Et les moteurs cèdent. Et qu'à tombe véritablement dans ce Grand Prix d'Allemagne, plus de McLaren Mercedes en course. Rappelez-vous tout à l'heure l'abandon de Mark Blundell, Mika Häkkinen qui était en troisième position. Et oui, dans une chaleur et à ce niveau de vitesse, alors que chez Benetton Renault on se prépare, eh bien c'est l'hécatombe. Schumacher prêt au chrono. Schumacher qui est arrivé très vite comme d'habitude. Et là, chaque dixième de seconde va compter évidemment parce que avec à peu près 27-28 secondes d'avance, il peut repartir en tête devant David Coulthard, mais ça va être très juste. Évidemment, avec l'avantage des pneus neufs, Schumacher devrait pouvoir s'imposer. Alors, une fois de plus, on a remarqué qu'ils l'ont lâché du 5e étage et que la voiture a fait un bond en avant comme une fusée. Franchement, c'était spectaculaire à voir. David Coulthard, le voici. Coulthard va être juste derrière, mais bon, quand même assez loin, équipé de pneus qui sont quand même moins performants. Et intrinsèquement sur la valeur pure des voitures, il n'y a pas de problème pour Schumacher. On va attendre le prochain passage de Schumacher sur la ligne de chronométrage pour savoir quel est l'exact
écart qui le sépare de David Coulthard. Mais en attendant, il a repris la tête du Grand Prix. En tout cas, 7 secondes 2 d'arrêt, c'est un record pour ce Grand Prix d'Allemagne. Jusque-là, personne n'avait fait aussi bien. Oui, surtout qu'ils ont bien entendu mis très peu d'essence. Et c'est un des seuls pilotes à avoir fait 2 ravitaillements. Je pense que Barrichello apparemment était parti pour 2 ravitaillements. Et on l'a vu d'ailleurs dès le début de course, Barrichello s'est retrouvé juste derrière Irvine après son changement de pneumatique. Et on pouvait penser bien entendu à ce moment-là que 2 arrêts pneumatiques étaient déjà la meilleure stratégie. Et encore une fois, on peut dire que Schumacher et Benetton ont fait la meilleure stratégie de course. On a vu Mika Häkkinen tel le penseur de Rodin. Un tout petit top tour. Quel est le pilote qui a été le plus rapide en course? Quel est le meilleur tour? Quel est le titulaire de ce meilleur tour pour jouer 36-15 code TF1? Et voilà les drapeaux qui s'agitent, ils l'ont compris dans le stadium. Le champion du monde est repassé en tête de ce Grand Prix d'Allemagne. Et voilà donc l'écart top qui le sépare de Coulthard. Verdict du chrono sans les temps partiels. 7 secondes 8. 7 secondes et 8 dixièmes. Alors que notre moniteur de chronométrage a du mal, lui, à chauffer depuis le début du Grand Prix. C'est l'inverse. Quand même une bonne nouvelle pour nous, c'est que Jean-Christophe Bouillon est 5e. Et voilà. Et Bouillon va rentrer dans les points. Tout du moins, on le lui souhaite. Mais attention, il manque Frentzen à l'appel, son équipier. On a vu tout à l'heure le moteur Ford Zetec exploser littéralement. Autre bonne nouvelle, c'est Irvine qui se rapproche des points, Häkkinen ayant abandonné. Irvine qui a retrouvé toute l'énergie de son moteur Peugeot après son petit réglage d'électronique. Et bien Irvine entre dans les points, il est 6e. Et oui, on l'a dit au début de ce Grand Prix, l'Allemagne c'est toujours une course à surprise, notamment, voilà, Frentzen qui signe quelques autographes. Frentzen qui est l'un des héros de cette Allemagne qui n'est pas encore tout à fait formée à la Formule 1 moderne. Berger ici, Schumacher, Coulthard, 7 secondes et 8 dixièmes entre les deux hommes. Berger 3e, Herbert 4e, Bouillon 5e. Ici le stand Ferrari qui regarde la seule Ferrari encore en course. Il y a eu des coupes sombres. Pour l'instant, il y a 8 voitures en course seulement. Johnny, si nos calculs sont exacts. Un Schumacher, 2 Coulthard, 3 Berger, 4 Herbert, 5 Bouillon, 6 Irvine, 7 Katayama, 8 Suzuki. Puisque vous avez vu Häkkinen abandonner lui aussi. Nous sommes dans le 37e des 45 tours de course. Et Schumacher qui va effectuer, si la course se termine ainsi pour lui, il lui reste 9 tours à accomplir, et bien qu'il va effectuer une très très belle opération au championnat du monde, puisque son avance sur Damon Hill qui était de 11 points avant ce Grand Prix d'Allemagne, et bien son avance va passer à 21 points, c'est énorme. Et oui, il fait une bonne opération au moment où nous attaquons la deuxième partie de la saison, puisque à mi-chemin du Grand Prix d'Allemagne, on a basculé dans la deuxième saison, si toutefois celle-là comporte 17 Grands Prix, comme ça paraît d'ailleurs assuré maintenant, jusqu'au Grand Prix du Pacifique, jusqu'au Grand Prix du Japon et jusqu'au Grand Prix d'Australie. Opération d'autant meilleure pour Schumacher que le 3e du championnat du monde n'est plus là, lui non plus, Jean Alesi, qui, comme Damon Hill, marquera 0 points aujourd'hui. Jean Alesi qui est resté sur la route, mais qui a été trahi par sa mécanique. L'écart entre Schumacher et Coulthard a grimpé à 8 secondes 9. Et oui, il a des pneus neufs, Michael Schumacher. Il est plus léger. Et donc, il en profite. Coulthard, lui, a ravitaillé il y a déjà un bon nombre de tours. C'est la raison pour laquelle il perd du terrain. Il n'est pas plus léger, hein, Jean. Oui. Oui. Il n'avait pas la même quantité d'essence, mais surtout il a des pneus neufs. Oui. Et bien entendu, ça fait une grande différence. Il était déjà intrinsèquement un petit peu plus rapide que Coulthard en début de course, à moteur égal. Mais là, bien entendu,
il se permet de contrôler la course jusqu'à la fin. Il fait son incident mécanique. Il devrait gagner son Grand Prix national. Bouillon qui va concéder un tour. Aspiration, aspiration. Il déboîte Michael Schumacher. Il passe sans coup férir. Bouillon résiste un petit peu. Ici le freinage. C'est vrai qu'il est intéressant de ne pas perdre le sillage de la Benetton Renault. Bouillon qui possède 20 secondes d'avance sur Eddie Irvine, 6e. Bouillon qui est 5e et pour qui maintenant il n'y a plus qu'une seule stratégie, c'est ménager au maximum sa Sauber Ford et de façon à rester, à conserver cette 5e place et à marquer ses 2 premiers points au championnat du monde, les 2 premiers points de sa toute jeune carrière de pilote de Formule 1. Alors que s'affichent les meilleures vitesses de pointe sur notre chronométrage, 321 km/h pour Schumacher, c'est très curieux, 326 km/h pour Coulthard. Et là sous nos yeux, le seul duel un peu serré de ce Grand Prix pour l'instant, oui. Le seul duel un peu serré, c'est celui qui oppose les 2 Japonais, Aguri Suzuki qui vient de prendre l'avantage à l'aspiration sur Ukyo Katayama. On est à bord de la Tyrrell Yamaha de Ukyo Katayama et Suzuki sur la Vigie Honda vient de prendre l'avantage. 2 pilotes japonais, 2 moteurs japonais. Avec Berger. 7e et 8e. Berger qui arrive dans leur sillage. Espérons qu'il n'y ait pas trop de ménage là-dedans. Berger qui reprend un tour. Oui. Berger en 3e position. Bien revenu. Après sa pénalité de 10 secondes qui lui a été infligée pour départ anticipé. Allez, on va le voir passer. Non, il n'est pas passé. Jean-Louis, j'ai Oui. Mark Blundell à côté de moi qui a abandonné. On sait que tout comme Mika Hakkinen, Mark, a good start but a Marc, difficult end of bon course. départ, mais une fin difficile dans ce Grand Prix. Yeah, unfortunately we didn't pull off a result today. We had a failure with the engine, but Ah, c'est les moteurs qui ont cassé sur les 2 McLaren. has been performing very well. We've improved Ils ont bien marché Ça au marchait essai. très fort. Hein. and it would have been nice to get a La good voiture a result here progressé. because of Ça aurait été Mercedes. très bien d'obtenir un bon résultat ici pour Mercedes, pour le public chez What eux. about your own future, Mark? Do you stay at McLaren till the end of the season? Marc, vous Well, paraissez as quand même en far as forme. I'm Vous concerned, allez rester chez I would McLaren? say I'm going to be a McLaren driver till the end of the season, but Je suis till somebody pilote tells me McLaren jusqu'à la fin de la saison. Thank you. Voilà. See you in Hungary. Il a levé une partie du voile, Marc Blundell. Il était au coup par coup, si l'on peut dire, dans l'écurie de Ron Dennis. Eh bien voilà, s'il va jusqu'au bout de la saison, tant mieux pour lui, puisqu'il est venu supplanter Nigel Mansell, qui a quitté l'écurie après quelques tentatives malheureuses et un retour qui ne s'est pas bien passé. Il a du mal, Berger, oui. Il a fait toute la ligne droite côte à côte avec Suzuki. Oui. Et lui, il est un petit peu aussi Berger dans la même situation que Bouillon et que tous ces pilotes qui restent en course. Eh bien, il faut ménager sa monture pour essayer On voit. d'aller le plus loin possible, de joindre l'arrivée. Il y a des points à marquer même pour ceux qui subissent des handicaps de puissance, de préparation de voiture ou de pénalité, comme c'est le cas pour Berger. Ça c'était le dépassement de Ukyo Katayama. Il a même trouvé le moyen de se replacer entre les 2 voitures. Les drapeaux allemands, les drapeaux Benetton Renault fleurissent. Il reste 6 tours pour Michael Schumacher. Attention, 6 tours ici, c'est long. Le circuit, je le rappelle, fait 6 km et 800 mètres. 6 tours donc pour Michael Schumacher, mais également pour ses rivaux. David Coulthard 2e à 11 secondes, Berger 3e à 1 minute, Herbert 4e à 1 minute et 12 secondes, Bouillon 5e à 1 tour, Irvine 6e à 1 tour également, 7e Suzuki et Katayama à 1 tour également. L'écart qui sépare Berger 3e de Herbert 4e est de 11 secondes. Et celui qui sépare Il est sorti vraiment un peu loin. Il attaque un peu. Il attaque toujours Schumacher. l'écart qui sépare Bouillon de Irvine 5e et 6e est de 16 secondes 2. Donc tout le monde peut camper sur ses positions actuellement. Personne n'a redouté l'attaque du pilote qui le suit. Éventuellement Bouillon avec Irvine devrait peut-être un peu se méfier. Irvine fait le pressing, il est encore très loin à 16 secondes, mais de temps en temps il reprend plus de 2 secondes de tour à Bouillon. Michael Schumacher sur la bonne voie. Il n'a pas gagné depuis le Grand Prix de France.
cette année. Et s'il s'impose ici, ce qu'on lui souhaite naturellement, on souhaite à Benetton et à Renault en même temps, eh bien il l'emportera la 15e victoire de sa carrière, Michael. Ici David Coulthard dans le stadium, pas un drapeau. Coulthard à 11 secondes, Berger 3e. Stadium plein pour voir la victoire d'un pilote allemand. Montermini qui est toujours là. Tout à l'heure, il a fait mine de s'arrêter devant les stands, non pas dans la voie des stands, mais sur la piste même. Et il a repris la course, il est toujours en course. Il est 9e et dernier à 2 tours, Montermini. Il reste 5 tours maintenant à parcourir. Montermini l'a concédé un autre tour. Montermini qui pilote une Pacifique, une écurie qui est en très très grande difficulté financière, puisque vendredi, la stratégie de cette écurie a consisté tout simplement à ne pas faire tourner Montermini aux essais libres de vendredi matin pour épargner le matériel, et il a effectué 5 tours en qualification vendredi après-midi, c'est-à-dire que dans la journée de vendredi, alors qu'il avait droit à 35 tours, 23 le matin, 12 après-midi, et bien Montermini a fait 5 tours, ce qui n'est pas fait, le pauvre vieux, pour lui permettre de bien préparer sa voiture. En tout cas, elle est solide, tant mieux pour lui. Et il est 9e et dernier, mais il est 9e. Il est toujours en course. Marco Coulthard vient de prendre un tour à Bouillon. Alain, nous avons quelques minutes pour parler de Schumacher et de son avenir. Vous feriez quoi à sa place? On n'est jamais à la place d'un autre, parce que déjà tout dépend des motivations des gens, les caractères, son point de vue par rapport au présent, mais aussi par rapport au futur. Je crois que c'est vrai qu'il a une offre, il a une offre pratiquement de chacune des meilleures équipes. Est-ce que même ces offres sont réalistes, et est-ce que c'est pas aussi un jeu de certaines équipes de vouloir se mettre sur les rangs en annonçant des chiffres absolument déments pour déstabiliser un peu la situation? En tout cas, il est dans une position absolument unique dans l'histoire, je dirais, de la Formule 1, car il est le seul pilote vraiment demandé par tout le monde, considéré comme le numéro 1, alors que dans le passé, c'est vrai que aussi bien Senna que moi-même, on a eu des gens comme Piquet, comme Mansell, comme Rosberg, comme Lauda, comme j'en oublie certainement, mais il y en a eu pas mal d'autres. Donc c'est vrai qu'il peut se permettre de choisir vraiment l'équipe dans laquelle il veut, où il peut aller, c'est-à-dire Ferrari, c'est-à-dire rester chez Benetton Renault, aller peut-être chez Williams Renault, et puis McLaren Mercedes dans l'optique d'un challenge national. Donc c'est apparemment Ferrari qui lui plairait le plus s'il changeait d'équipe. Est-ce que c'est un jeu de dire qu'il veut s'en aller? Et est-ce qu'il veut profiter vraiment du pactole que lui offre Ferrari? Est-ce qu'il veut aussi améliorer son image en allant chez une écurie très très prestigieuse, ou peut-être avoir simplement un nouveau challenge, considérant qu'être champion du monde une fois de plus dans la même équipe, ça ne lui apporterait pas grand-chose? C'est une décision complètement personnelle, tout dépend ce qu'il veut. On espère en tout cas avoir une réponse assez tôt, dans la mesure où ça déstabilise un peu tout le monde, et où le paddock ne parle pratiquement que de ça et un peu moins de sport. Et oui, bien sûr, ça c'est toujours un petit peu ennuyeux. Cela dit quand même, avant de quitter une voiture comme la Benetton Renault, je crois qu'il faut y réfléchir à 2 fois. Disons qu'il est dans une situation unique où il a vraiment une équipe à 100% dévouée derrière lui. Il a le meilleur moteur du moment, et loin de là, puisqu'on le voit en performance et surtout en fiabilité. Regardez, rien n'arrive, j'espère que je ne vais pas porter la poisse, mais non, rien n'arrive au moteur Renault. Ils sont non seulement performants partout, mais fiables. Donc il sait qu'il a une équipe, un matériel irréprochable, et surtout cette psychologie, je dirais, importante pour un pilote, de sentir tout le monde motivé derrière lui et de ne pratiquement pas considérer le deuxième pilote. C'est un peu dur, un peu méchant, mais c'est la vérité. Tout est fait pour Schumacher, tout est fait pour qu'il gagne le championnat du monde. Donc s'il va dans une équipe comme Ferrari, il va devoir travailler beaucoup plus difficilement dans une équipe qui est quand même fragile et où rien n'est jamais acquis. Rappelez-vous au Canada, quand Jean a gagné la course, qu'est-ce qu'on a dit à la fin de la course? Le premier jugement que je me suis permis d'émettre, c'est de dire mais non, on va voir vraiment Ferrari. Et c'est vrai que depuis, ils n'ont pas fait des choses exceptionnelles, et surtout ils sont en train de se tirer un peu dans les pattes, et c'est un peu difficile. Par contre, ce qui est vrai aussi dans le caractère de Schumacher, c'est qu'il croit vraiment au fond de lui-même qu'il est de loin le meilleur pilote et qu'il peut gagner avec n'importe quelle voiture. Ça, c'est très important dans son jugement.
Oui, Pierre Van Vliet, vous êtes à côté de Schumacher? Bah absolument, il est là, Michael Schumacher. Je lui ai demandé s'il allait chez Ferrari, il ne veut pas me répondre, je comprends pas. Oui, en tout cas, dans le paddock, je peux vous dire que tout le monde sait que le stadium va être en folie à l'arrivée de ce Grand Prix. Oui. On est en train de plier bagages et j'ai vu pas mal de monde déjà sur la route du retour, notamment Jean Alesi. Et oui, Jean Alesi qui, vous m'avez dit Alain, qui devrait réfléchir lui aussi, peut-être ne pas trop s'enfermer chez Ferrari, peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, même si Ferrari a une bonne voiture l'an prochain. C'est quand même une question de se remettre en question justement. Non, moi j'ai absolument pas donné de vrais conseils à Jean, simplement c'est vrai qu'à un certain moment il faut... Je crois que le fait d'être bien dans une équipe c'est quand même le plus important pour un pilote. Donc s'il a quelques problèmes, pourquoi pas aller voir ailleurs, il serait peut-être temps. Mais ceci dit, vous savez, la magie Ferrari, elle reste là, et surtout pour Jean qui est quand même très accroché à son équipe. Retour au Grand Prix d'Allemagne proprement dit. Il reste 2 tours à parcourir maintenant. 2 tours, soit un peu plus de 12 km pour Michael Schumacher devant David Coulthard et Gerhard Berger qui peut monter sur le podium. Irvine qui s'arrête. Et Suzuki va probablement avoir la chance de marquer un point. Quel dommage pour Irvine de stopper sa Jordan Peugeot. Peugeot fait des progrès en compétitivité, il lui faut maintenant faire des progrès en fiabilité, mais c'est peut-être aussi une question de boîte de vitesse, et auquel cas ce n'est pas Peugeot. Voilà, Irvine très déçu, et par conséquent le classement change une nouvelle fois. 1 Schumacher, 2 Coulthard, 3 Berger, 4 Herbert, 5 Bouillon, 6 Aguri Suzuki, 7 Ukyo Katayama et probablement 8 Irvine, car il sera tenu compte du fait qu'il a quand même bouclé 42 tours de course sur les 45 Eddie Irvine. Michael Schumacher, attention, bientôt le dernier tour. Chicane encore. Schumacher qui contrôle complètement la situation puisque on est actuellement, Schumacher boucle son 44e tour et depuis le 39e, son écart sur Coulthard, l'avance qu'il possède sur Coulthard se situe à 11 secondes, 11 secondes 1 dixième, 11 secondes 2 dixièmes, 10 secondes 9 dixièmes, mais ça tourne toujours constamment à 11 secondes. Schumacher contrôle parfaitement la situation et toute velléité de son adversaire direct. Schumacher qui va bientôt entrer dans le stadium. Voilà l'accueil qu'on lui réserve. Et voilà, il va entamer le dernier tour, Schumacher. Et vous vous rendez compte, c'est l'Allemagne en folie avec ses drapeaux. Voilà le dernier tour de Michael Schumacher qui doit normalement l'emmener vers sa 15e victoire en Grand Prix. Alors que du côté des équipes, eh bien, ce sera la 20e victoire de l'écurie Benetton. Le dernier succès de Benetton Renault remontant, vous le savez, au Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 15 jours. Avec Johnny Herbert qui est actuellement 4e derrière Berger, et Herbert qui va se rapprocher un petit peu de Jean Alesi au championnat du monde, mais qui restera quand même à plusieurs longueurs. Herbert qui va conforter sa 4e place au championnat, tandis que Coulthard et Berger vont se rapprocher légèrement de lui. C'est-à-dire qu'il y aura un regroupement autour de la 3e place de Jean Alesi. Un demi-tour maintenant pour Michael Schumacher. Alors que l'équipe Benetton Renault s'apprête à l'accueillir, vous voyez Willy Weber, là-bas, son manager. Retour sur Schumacher plein cadre. Il doit être content parce que si on se souvient du dépit qu'il avait manifesté l'année dernière dans cette course où dans le sillage de Berger qui menait avec à l'époque Benetton Ford, Schumacher s'était trouvé d'un seul coup privé de puissance, son moteur s'était arrêté et on l'avait vu taper de dépit violemment sur son volant. Il avait à cœur de briller devant son public, et bien voilà, la revanche lui est offerte aujourd'hui. Schumacher pénètre dans le stadium, les fusées, les pétards partent dans tous les sens, 100 000 spectateurs en folie, des drapeaux allemands. Et oui, tout le stadium, 100 000 spectateurs dévolus à leur champion, le champion du monde en titre. Schumacher, on entend, il lève la main dans le dernier virage. 100 000 spectateurs et une vingtaine d'acteurs ici le long du mur des stands. Oui. Michael est passé tout près d'eux, au ralenti, le bras levé. Dans les scènes de liesse
habituel. Et bien sûr, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne, Michael Schumacher. Deuxième, David Coulthard. Voilà, Schumacher s'est arrêté. On lui donne un drapeau allemand. Ah, c'est pour ça que c'est arrêté. Vous connaissez ça. Troisième, Gerhard Berger. Quatrième, Johnny Herbert. Cinquième, Jean-Christophe Boulion. Sixième, Aguri Suzuki. Septième, Ukyo Katayama. Orvagne est toujours compté. Voilà Schumacher. Eh bien, il n'a pas pu démarrer avec le drapeau allemand puisque sa voiture a stoppé là, à la sortie du stadium. Et donc, vainqueur Michael Schumacher devant cette forêt de drapeaux allemands. Le classement du Grand Prix: 1 Schumacher, 2 Coulthard, 3 Berger, 4 Herbert, 5 Boulion, 6 Suzuki, 7 Katayama, 8 Irvine et 9 Montermini. On se retrouve dans quelques instants pour le podium et l'analyse de la course et bien sûr les classements détaillés. À vous Paris.